understand French? Oui, Yeah? un peu. Un peu. I'm going to talk slowly. Merci. Chers amis de la presse traditionnelle et de la presse indépendante, ce qui n'est pas en contradiction, merci d'être venus à cette célébration. Alors nous sommes réunis chaque année dans cette place depuis 10 ans, 15 ans, pour célébrer, non pas pour commémorer, mais pour célébrer un massacre que la mémoire collective avait oublié. Salut Thierry. Que la mémoire collective avait oublié. Qu'est-ce qui fait l'histoire collective? Qui écrit l'histoire? En général, les vainqueurs. En général, les plus forts. L'historien américain des peuples, Howard Zinn a écrit « Tant que les lapins n'auront pas d'historiens, ce seront les chasseurs qui écriront l'histoire. » Je salue l'arrivée de Alain Roth qui nous vient de loin, Schultz près de Molsheim. Rien n'arrête les militants de la cause. Qui écrit l'histoire? Et qui, ici à Strasbourg, considérait la date de 1349, 1349, comme une date signifiante? Aujourd'hui, 2018, quel est le sens de notre relation symbolique à 1349? Ça pourrait être la préhistoire. Ça pourrait être une parenthèse de l'histoire, comme chaque partie de l'histoire qui perd son signifiant, sa signification collective. Depuis 15 ans, le cercle Menachem Tafel, soutenu par d'autres initiatives, comme celle de Fabienne Regard et Marc-Henri Klein. Alors je ne sais pas dans quel ordre, parce que Marc-Henri Klein est caché derrière Fabienne Regard. C'est peut-être une position stratégique. D'accord. D'autres initiatives avaient été prises pour que nous ramenions à cette mémoire collective 1349. 1349 n'a aucun intérêt pour les hommes politiques, en dehors de Nicole Dreyer qui nous a toujours soutenus, n'a aucun intérêt pour les pédagogues, n'a aucun intérêt pour les pères et les mères de famille. 1349, c'est la préhistoire. À quel moment commence notre histoire? Est-ce qu'elle commence avec notre naissance, à nous? Est-ce qu'elle commence avec la naissance de nos parents? Est-ce qu'elle se terminera avec notre mort? Ou est-ce que, comme aujourd'hui les chrétiens y font référence, en ce mercredi des cendres, est-ce que nous sommes appelés à travailler à la solidarité, à la fraternité, non seulement sur les 40 jours qui nous séparent de Pâques, de la crucifixion du Christ et de sa résurrection? Je parle sous le contrôle du grand rabbinat. Je vous rappelle que Jésus-Christ était juif. Et donc alors, il ne s'agit pas d'un discours religieux, mais il s'agit de ramener le religieux à sa dimension politique pour nous permettre de nous inspirer des messes, des shabbats, non seulement pour ritualiser, mais surtout pour dépasser le rituel et faire en sorte de rappeler que celui qui est juif, aujourd'hui, c'est celui qui se revendique comme tel. C'est celui qui est reconnu comme tel dans sa fonction de marginalisé, dans sa fonction d'exclu. Aujourd'hui, nous commémorons la célébration, nous célébrons le massacre du 14 février 1349. Je salue l'arrivée de Cornelia Schneider, militante de toutes les causes
de défense des minorités, qui nous soutient depuis l'origine des temps, peut-être depuis la sortie d'Égypte des Hébreux. Hein? Presque. Je parlais de ce 1349. Salam alaikum, je salue l'arrivée de Valishke, qui en a plein les valises. Hein? André Kosmiki qui est avec nous. De mémoire, pas d'argent. Et de Robert Betcha qui représente Emmanuel Macron. Non, je déconne. Robert, je déconne. Qui représente les savons de laine, destinés non pas à nous faire trébucher, ça sera l'affaire des Stolpersteine bientôt, mais à nous faire rester dans une position d'instabilité qui nous permet de nous convaincre que nous ne sommes pas arrivés, que nous ne sommes pas assis, mais que nous sommes en devoir d'être à l'écoute, d'être dans le regard des plus fragiles d'aujourd'hui, des Juifs d'aujourd'hui, qui sont indéniablement les migrants retenus dans des camps de concentration en Libye et qui incarnent la honte collective de l'Occident et de l'Europe dans sa communauté. En quoi peut-on prétendre être une Europe unie aujourd'hui à 600-700 millions de citoyens de résidence si nous ne sommes pas en mesure, non pas de relever le défi, mais d'accueillir de manière fraternelle 20 000, 30 000 Syriens, 20 000, 30 000 subsahariens qui ne demandent qu'une chose, mais on les méprise. Ils demandent l'asile économique. Aujourd'hui, l'asile économique est une faute morale. Celui qui crève de faim dans son pays doit y crever, il doit rester pour y crever. C'est oublié aujourd'hui, mercredi des cendres, que nos prédécesseurs, que ce soit Moïse, Moussa, que ce soit Jésus ou Mahomet, nous ont toujours indiqué, bon, c'est toujours des hommes, c'est un petit peu chiant, mais peut-être qu'un jour ce sera des trans, sachant que le trans pour moi n'existe pas puisque c'est le genre dans lequel on se reconnaît qui nous surqualifie. Moïse, Mahomet, Jésus, des hommes, bientôt des femmes, nous ont toujours indiqué la voie de l'exil. L'exil s'impose à nous pour sauver nos vies. L'exil s'impose à nous pour servir l'universalité de l'humanité et toute communauté, toute famille, toute civilisation qui s'est repliée sur elle-même a marqué sa propre fin. La chance de l'Europe, ce sont les migrants qui aspirent à venir vivre à nos côtés et ceux qui les côtoient savent que la force vitale qui est en eux n'arrêtera jamais le mouvement de la vie. Même si on érige des barrières, même si on érige des murs, même si on légifère à ce niveau-là, rien n'empêchera la vie de pousser les gens à survivre. Et ça doit nous interroger. Après 89, le mur de Berlin est tombé. Quel est le sens des murs aujourd'hui en Israël-Palestine, entre le Maroc et les Sahraouis? Quel est le sens des murs aujourd'hui, à l'époque des drones, à l'époque de l'informatique? Quel est le sens, sinon exacerber la jouissance du pouvoir d'exclure? La jouissance du pouvoir d'exclure. Il n'est pas impossible que notre société, en fragilité, peut-être en perdition, n'ait comme seul recours le fait de jouir sur la détresse, sur la souffrance des plus fragiles, qui n'ont comme défense, comme incarnation, que l'appel de la vie, alors que peut-être nous-mêmes, nous sommes en miroir sur le déclin. Nous célébrons aujourd'hui le 14 février 1349, et symboliquement, le cercle Tafel a voulu recouvrir d'un crêpe noire cette statue qui en appelle à la liberté. Vous vous souvenez que cette statue a été érigée en 1936, en 36, pour la paix, pour la paix. Et donc c'est quasiment un mauvais œil. Ma mère juive arabe aurait pensé que c'est le mauvais œil qui nous rattrape. En 39, c'est la guerre. Et cette statue qui est destinée à la paix a été
un petit peu défiguré par les références à l'Indochine et à l'Algérie, qui sont au bas de la statue et qui, de mon point de vue, n'ont rien à faire là. L'Indochine et l'Algérie, ce n'est pas la paix. C'est la manière d'occuper des territoires qui ne sont pas à nous. Alors nous sommes, nous, symboliquement, en droit d'aller occuper le monde entier, et le monde entier ne pourrait pas demander l'hospitalité. Nous célébrons donc aujourd'hui, pour la deuxième fois, le deuil de l'Alsace. En février 1953, l'Alsace entière a failli faire sécession. Peut-être qu'elle aurait dû, il n'y aurait pas eu le débat actuel. Elle aurait été structurée dès 1953 et ça aurait satisfait le Conseil général du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc dès février 1953, il y a eu un crêpe noir en signe de deuil parce que le procès de Bordeaux avait condamné au même niveau les incorporés de force alsaciens de la division d'Asreich avec les Allemands de cette même division. Et que l'Alsace entière s'était soulevée et avait couvert cette statue d'un crêpe noir pour signifier que l'incorporation de force, c'est le système totalitaire nazi auquel on ne peut pas résister. C'est ce que la France a toujours opposé à l'Alsace et à la Moselle. Pourquoi n'avez-vous pas pu résister? Comme si l'enseignement de l'installation du nazisme était archaïque. Comme si, une fois le système totalitaire en place, il était possible de lui résister. Il faut lui résister au début, à la première stigmatisation, comme le rappelait le pasteur Niemöller. Quand ils sont venus arrêter les malades mentaux, je n'étais pas malade mental, je n'ai rien fait. Quand ils sont venus arrêter les fous et les vieux, je n'étais ni l'un ni l'autre, je n'ai rien fait. Quand ils sont venus arrêter les juifs, les tziganes, je n'ai rien fait. Quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me défendre. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est est-ce que la première stigmatisation n'a pas déjà eu lieu? Et est-ce que le système totalitaire n'est pas déjà en place qui nous empêche de nous scandaliser devant le fait que la Méditerranée est devenue un cimetière et que c'est notre responsabilité collective, notre mère, dit-on, au niveau de l'Union européenne. Notre mère, Mare Nostrum. Notre mère, qui est si bleue, que ton nom soit partagé, que ta générosité nous accepte, que ton horizon nous fasse renaître. Donne-nous chaque jour notre triton quotidien et donne ta guédoucha à la communauté juive au passage. Donne-nous chaque jour ton triton quotidien, non pas comme un cercueil, mais comme une trompette de la renommée. Pardonne-nous nos deuils, nos défaites, comme nous pardonnerons un jour à ceux qui nous ont torturés, à ceux qui nous ont massacrés. Le pardon, c'est la décision politique que devrait prendre Macron. Le pardon, c'est ce qui va nous permettre de ne pas entretenir l'esprit de guerre et de revanche. Que les victimes, dans une deuxième défaite transformée en victoire, pardonnent à leurs bourreaux. Délivre-nous de nos peurs, délivre l'Europe de ses peurs et de ses carcans. Chers camarades, 14 février 1349, février 53 avec le procès d'Oradour, et aujourd'hui avec émotion et avec reconnaissance à vous tous qui êtes présents ici pour soutenir ce symbole, le fait que peut-être dans un système totalitaire il n'y a quasiment aucune résistance. Peut-être que les résistants au moment d'une guerre, ce sont les déserteurs. Peut-être que les résistants aujourd'hui en Israël, ce sont les réfusniks qui se comptent sur les doigts d'une main ou de plusieurs. Peut-être que ceux qui sont les résistants, c'est ceux qui refusent avec obstination de faire la guerre, même s'ils estiment être dans leur droit. Peut-être que cette espérance-là peut s'appliquer pour la paix dans nos pays, dans nos rédactions, dans nos familles, dans nos écoles. Dans mon couple, je profite de l'absence de ma femme pour le rappeler. Dans mon couple, et j'en terminerai là, ma femme a toujours raison. Merci de votre présence.